N'avoir entendu aucun coup de feu, ni vu de personnes suspectes dans la zone. Il dit qu'il n'a rien entendu. Vraiment? Pourquoi aller faire des devis dans un parc à 17 heures? Il y a eu plusieurs coups de feu et il n'a rien entendu? J'ai dit à la police que j'avais des doutes. Les armes de petit calibre sont bien moins bruyantes. Et si en plus l'arme était équipée d'un silencieux, son bruit aurait été très léger. C'est pourquoi il est possible que le couvreur n'ait pas entendu les coups de feu à cette distance depuis son pick-up. Il a été notre premier suspect dans cette affaire. Il avait été là avant, pendant et après les meurtres. Mais après une enquête approfondie sur sa personne, et après avoir fouillé ses appareils électroniques, notamment la tablette et le téléphone sur lesquels il travaillait, nous avons pu confirmer qu'il était effectivement occupé au moment des meurtres. Notre première déduction a été d'écarter le vol comme mobile du crime. Les victimes avaient des objets de valeur sur elles et dans leur véhicule, et ils n'ont pas été dérobés. Nous avons retrouvé le téléphone de Kate, et il y avait 2 téléphones dans la voiture de Carnell, un professionnel et un personnel. Leur portefeuille était également à la vue de tous, et ils étaient toujours là. Nous avons aussi découvert des traces de sang au dos du banc où Carnell était assis, ce qui nous a mené à croire que les victimes avaient été approchées et tuées par derrière. Ils nous ont dit que Nell avait reçu une balle à l'arrière de la tête. Et quand il est tombé, on lui a mis une 2e balle dans la tête. Kate est alors sortie de la rivière à quelques mètres du banc. Quand elle a vu ce qui était arrivé, elle a voulu s'enfuir. Et c'est là qu'elle a été abattue par derrière. La police ne sait pas qui était la cible. Mais comme Nell a été tué en premier et qu'il a reçu non pas 1, mais 2 balles, pour moi, il est évident que c'était lui la cible du tueur. Peut-être qu'il a essayé de protéger Kate. Il est très probable que l'assaillant les ait rejoints depuis la route, ou bien depuis le parking, et qu'il soit reparti par le même chemin. À moins qu'il soit passé par ces bois. C'est l'un des mystères de cette affaire. Si on parcourt une distance de 150 ou 200 mètres vers le sud-ouest à partir de la scène de crime, on se retrouve ici, sous le pont de Lorraine Avenue. Et si on fait encore 200 mètres vers le sud, sur ce petit chemin en gravier, on finit par rejoindre la grande voie verte que vous voyez là. Je suis l'agent spécial adjoint en charge au bureau du FBI de Cleveland. En général, le FBI ne travaille pas sur les affaires d'homicide parce que ça ne relève pas de la violation fédérale. Mais je me suis intéressé à l'affaire quand la police des Metro Parks nous a demandé de l'aide. Ce chemin, on aurait très bien pu l'utiliser pour s'échapper si on était à pied, ou même à vélo. Une personne aurait-elle pu en tuer 2 autres et quitter les lieux en passant par là? Tout ça sans être vue? Elle aurait pu monter cette colline. Tout est possible. Cette affaire me met vraiment en colère. Ce qui me fait réagir, c'est que ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous. Le fait que 2 vies soient prises comme ça, sans raison, un jour d'été, dans un si beau parc. The question we've been getting day after day here at 19 News, what is going on with the investigation into the double murder in the Metro Parks Rocky River Reservation? Both victims' family and police are searching for answers. Une fois l'enquête en place, toutes les parties impliquées dans sa résolution se sont réunies pour essayer d'établir l'agenda des victimes tout au long de cette journée. C'était très urgent. Nous avons regardé les vidéos de surveillance de l'immeuble de Kate. Elles ont révélé que Kate était rentrée chez elle après le travail. Elle a ensuite signé le registre de la salle de sport de son immeuble à 15h38. Les données de leur téléphone indiquent que Carnell a envoyé un SMS à Kate. C'était à 16h02 et il lui demandait si elle voulait qu'il se retrouve plus tard.
On ne sait pas pourquoi Kate et Carnell se sont donné rendez-vous. Ils ont dû en discuter au cours d'appels téléphoniques auxquels nous ne pouvons pas avoir accès. On sait que Kate a fini par appeler Nell alors qu'elle était encore à la salle de sport. L'appel a duré environ 10 minutes. Carnell a quitté le travail à 16h24. Et Kate a quitté la salle de sport à 16h31. Les deux ont alors pris leur voiture pour se rendre au parc. L'un de nos agents conduisait une voiture avec un radar mobile à 1 km de la scène de crime. Et la caméra embarquée dans sa voiture a filmé un véhicule ressemblant à celui de Kate qui se dirigeait vers la scène de crime à 17h01. À 17h03, la voiture de Carnell est également filmée par la caméra de l'agent. Elle aussi était sur la route qui mène à la scène de crime. Ils ont dû arriver à 2 minutes d'intervalle. Ils se sont garés et se sont assis sur le banc, ensemble. Mais il reste une grande question à laquelle nous n'avons pas su répondre. Pourquoi se sont-ils vus ce jour-là? C'est la question à 1 million. Pourquoi ils se sont vus? C'était quoi le but? Est-ce que ça arrivait souvent et personne ne le savait? Ou c'était juste ce jour-là? Pour moi, c'était un rendez-vous de dernière minute, oui. Et je pense que Nell voulait aider Kate d'une façon ou d'une autre. Quand Kate avait des problèmes, Carnell était là pour elle. Et à l'inverse, quand Carnell avait un souci, il pouvait compter sur Kate. C'est vrai. Au début, je pensais que c'était Kate qui avait contacté Nell. Je me disais qu'elle voulait se confier. Mais en fait, c'est Nell qui voulait la voir. Peut-être qu'il avait quelque chose d'important à lui dire à propos de leur relation. Il voulait peut-être qu'ils soient plus que des amis. 1 mois ou 2 avant ça, Nell avait dit à Kate qu'un jour, ils finiraient ensemble. Alors pour moi, leur conversation a probablement tourné autour de ça. Je ne sais pas ce qu'ils avaient de si important à se dire pour se donner rendez-vous. Ça n'a pas de sens. Parce que Nell était invitée à un repas de famille ce jour-là. Il devait être chez sa grand-mère à 17h. Et le Rocky River Metro Park se trouve à l'ouest de Cleveland. C'était un grand détour pour lui d'aller au Metro Park depuis son lieu de travail pour ensuite aller chez sa grand-mère. Elle habite au sud-est. Si ce rendez-vous n'était pas si important, il aurait pu y aller après le dîner. Quelque chose l'a poussé à y aller avant le dîner. Je pense qu'il avait prévu de la voir et de m'appeler plus tard pour me dire qu'il allait avoir un peu de retard. Mais il n'a pas pu le faire. Il a été tué avant. Kate a déverrouillé son téléphone à 17h08. Nous savons qu'elle était avec Carnell à cette heure-là. Et l'appel au 911 a été passé à 17h22. C'est dans cet intervalle de 14 minutes que l'assaillant s'est approché de Kate et de Carnell assis sur le banc, qu'il a tiré 3 coups à bout portant et les a tués. Le plus grand mystère pour la police était de découvrir pourquoi ils avaient été tués. Était-ce une vengeance personnelle? Un crime passionnel? Qui était la cible? Est-ce que c'était Carnell ou Kate? Est-ce que l'assaillant les connaissait? C'est le genre de question qui a fait piétiner l'enquête. Aucune des victimes ne possédait de biens particuliers. Elles n'avaient pas d'ennemis ou d'antécédents criminels qui auraient pu nous mener à un mobile. Au tout début de l'enquête, je me suis dit que ça devait être un crime de haine.
Je me basais sur la façon dont les meurtres avaient été commis et sur l'impudence dont le tueur avait fait preuve. Hate crimes in Cleveland, they are skyrocketing, and it does not matter the motivation. Hate crimes over race, ethnicity, religion, sexual orientation, they're all on the rise. L'un des enquêteurs m'a dit qu'il y avait plus de 30 groupes haineux rien que dans cette zone de Cleveland. Il est facile d'imaginer la suite. Un de ces types roule dans le parc, voit une femme blanche avec un homme noir, il a une arme, il n'aime pas ce qu'il voit, alors il se gare et... voilà. Je pense que c'est possible. Les gens ont plus de préjugés dans certaines zones que d'autres. Je ne dis pas que c'est le cas à Rocky River. Mais les gens ont des préjugés partout. C'est une théorie, mais il faut des preuves pour l'appuyer. Le risque, c'est qu'on se focalise sur cette possibilité et qu'on en oublie d'autres. Ça pourrait être un crime de haine, oui, mais ça pourrait aussi être un acte de violence qui n'a rien à voir avec l'origine. Il y a également eu une théorie qui reliait ce qui s'était passé au gang. Était-ce un test pour entrer dans un gang? Peut-être. Mais d'après ce qu'on sait, certains peuvent commettre un crime pour entrer dans un gang. Mais la finalité est rarement de faire du mal à des personnes innocentes. C'est plus souvent en rapport avec les gangs. Les tueurs préfèrent cibler un membre d'un gang rival sur son propre territoire. Est-ce que c'est impossible? Non. Nous ne négligeons aucune piste. Je pense pas qu'un gang ferait ça. C'était pas un hasard. J'en suis sûr. C'était intentionnel. Quelqu'un voulait vraiment les tuer. Je pense que l'un d'entre eux a été suivi. Parce que d'après la police, ils auraient été tués après 17h08. Et les gens qui ont découvert leur corps ont appelé le 911 à 17h22. La fenêtre de temps est trop réduite pour que le tueur soit quelqu'un qui passait par là par hasard et qui ait agi sur un coup de tête. Après les meurtres, je voyais tout le monde différemment. Peut-être qu'on connaissait le tueur, peut-être que la famille de Kate le connaissait. La victimologie est essentielle dans chaque enquête sur des homicides. Il faut étudier l'entourage de la victime, les amis, la famille ou les associés. Est-ce que quelqu'un leur voulait du mal? Est-ce qu'ils avaient déjà été harcelés ou menacés par le passé? Nous cherchions une personne qui aurait pu vouloir tuer l'un d'entre eux ou les deux. Il fallait que ce soit quelqu'un qui avait accès à une arme à feu et qui aurait eu l'opportunité de se rendre dans le parc pour commettre ce crime. Tout le monde était suspect après sa mort. Tout le monde. Ça inclut Alyssa, son ex-petite amie. Je ne l'ai pas beaucoup connue. Des histoires se sont propagées à propos d'une ancienne petite amie de Nell. Des histoires qu'on trouvait bizarres. Il y a eu son comportement lors de l'enterrement. Elle a fait preuve de beaucoup trop d'émotions à ce moment-là, à tel point que beaucoup de gens ont trouvé ça étrange. On a aussi discuté avec des amis qui étaient très proches de Nell, et ils nous ont dit que son ex-petite amie possédait un permis de port d'armes. C'est vraiment ce point-là qui nous a poussés à nous pencher plus attentivement sur elle. Ma relation avec Nell était compliquée à définir. On a commencé à discuter sur Internet environ 1 an avant qu'il soit tué. Et quand on s'est rencontrés, c'était comme si je le connaissais depuis toujours. On est sortis ensemble pendant à peu près 6 mois. Puis à un moment, on a décidé qu'il valait mieux qu'on reste de simples amis. Mais c'est compliqué. 1 mois avant sa mort, on s'est reparlé et on s'est rapprochés de plus en plus. On allait se remettre ensemble. La dernière fois que je l'ai vu, c'était le samedi du week-end d'avant sa mort. Mais on s'était envoyé des messages le jour où il a été tué. Le dernier SMS